On a pris un petit peu de retard évidemment par rapport à l'horaire, mais je pense qu'on avait prévu une petite série de questions au moins sur ces 3 premiers exposés. Est-ce que quelqu'un veut commencer pour une question à l'un d'entre trois? Oui? Alors c'est peut-être bien de se présenter quand on pose la question aussi, s'il vous plaît. Oui. Céline Pétraud, donc architecte expert à Bordeaux, en judiciaire et également en conseil. C'est une question pour Madame Labatte. Enfin, je vous félicite aussi tous de l'intérêt des interventions. Moi, je m'interroge sur les experts que je rencontre donc en expertise judiciaire et en conseil. Vous avez parlé d'une liste des experts DO que je croise pas forcément, mais je croise des experts qui sont de groupes type ICSI, enfin Polyexpert, enfin Sartec, tous ces groupes d'experts. Et j'ai l'impression qu'il y a dans ces groupes-là des experts conseils, des experts DO. Donc voilà, je voudrais juste savoir d'où viennent un peu les experts et où ils exercent en fait. Oui, elle est. Alors, pour être expert, en fait, il n'y a pas de diplôme particulier, enfin, à part dommage ouvrage dont on parlera demain. Demain, oui. Voilà, autrement, on peut se faire embaucher par un cabinet d'expertise et faire de l'expertise. Voilà. Donc, ce que vous voyez en expertise judiciaire, on ne peut pas trop les différencier. J'ai du mal à vous répondre. Là-dedans, il y a des experts dommage ouvrage, mais il y a aussi des experts qui ne le sont pas. C'est des experts salariés de cabinet. Il n'y a pas une étiquette ou il n'y a pas un titre qui apparaît dans les documents, en tout cas. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais donc la dommage ouvrage représente quand même un gros volume d'expertise. Donc, dans les cabinets d'expertise, il y a quand même un grand nombre d'experts qui font de la dommage ouvrage, mais pas que. Il y a aussi des experts qui font de la responsabilité civile décennale, de la responsabilité civile, du dommage pour d'autres branches, etc. Donc, voilà. Je ne peux pas vous donner un critère de distinction. Non, enfin peut-être, je vais juste préciser, c'est parce que ça m'arrive de voir de plus en plus d'expertise. Bon, je suis toujours en période probatoire, mais ça m'interroge de voir les groupes, les experts que je rencontre, et leur provenance, si vous voulez. Enfin, ils peuvent travailler pour les protections juridiques, les dommages ouvrages, mais c'est plus pour me rendre compte, peut-être vous pouvez me donner cette information, j'irai la chercher moi-même, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'experts? Est-ce que dans tout ce que je vais faire, je vais rencontrer beaucoup de gens qui viennent d'ICSI, qui viennent de Sartec, qui viennent... Voilà, je ne me rends pas trop compte. Donc, si vous voulez, même nous, on vient de rejoindre le groupe ICSI, on est un cabinet indépendant. C'est de plus en plus difficile de fonctionner. Vous, si j'ai bien compris votre statut, vous êtes tous encore indépendants dans votre exercice. Oui. Voilà. Maintenant, nous, notre gros du travail, c'est pour les assureurs, et les assureurs lancent des appels d'offres. Donc, dès lors qu'il y a un appel d'offres, ils veulent une entrée unique en France, ils veulent un réseau, ils ne veulent pas s'embêter à missionner Monsieur X à Pau, Madame Y à Bordeaux. Et donc, si vous voulez, il y a une concentration du métier de l'expert qui est malheureusement qui s'accélère. Et donc, c'est vrai que vous verrez de plus en plus maintenant des experts de groupe. Le pourcentage d'experts indépendants, même pour l'ICRAC, là, si vous voulez, pour l'accès sur la plateforme, si vous n'avez pas un logiciel spécifique, si vous êtes votre expert tout seul avec votre ordinateur, vous ne pouvez plus faire d'expertise dommage ouvrage parce que ça vous prend un temps fou à rentrer sur cette plateforme en extranet. Donc, voilà, il y a une concentration. Vous verrez de plus en plus d'experts de groupe. Enfin, de groupe, Sartec, Risque, enfin, maintenant c'est Stellian où il y a Clé avec, ICSI, c'est les 3 gros qui ressortent, Polyexpert aussi qui a une branche construction. Ça c'est malheureusement moi je ne suis pas pour, nous c'est stratégiquement qu'on s'est rapproché d'ICSI, mais c'est le monde qui évolue comme ça où on ne travaille plus. Donc le seul qui ne soit pas dans cette démarche-là comme assureur, c'est la MAF, la Mutuelle des architectes français, qui fonctionne encore avec des experts, on va dire, souvent des architectes qui font aussi un peu d'expertise et qui ont des cabinets, enfin des gens qui connaissent bien implantés dans le territoire. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Hein. Oui,
bonjour. Daniel Ruet, donc architecte expert. C'était par rapport à la dommage ouvrage. Vous avez indiqué tout à l'heure qu'elle était obligatoire. Oui, c'est la loi. C'est la loi. Mais est-ce qu'elle est obligatoire pour les communes, pour les collectivités territoriales? Alors non, il y a justement des exclusions sur l'État. L'État, quand il construit pour lui-même, il n'a pas besoin de souscrire un dommage ouvrage. Les gros donneurs d'ordre, ceux qui ont une assise financière suffisante, je ne sais plus les chiffres par cœur, hein, mais disons quelqu'un qui a une assise financière suffisante, il n'a pas obligation de souscrire un dommage ouvrage. Les collectivités non plus. Mais souvent elles le font parce que ça simplifie. Il y a quand même un côté rapide, même s'il y a des expertises dommage ouvrage qui durent malheureusement longtemps, mais la plupart se règlent dans des délais accélérés et tout le monde y trouve son compte en fait. Ça n'a pas changé en fait, parce que j'ai cru tout à l'heure, comme vous disiez, que c'était général. Non, je vais insister, c'est pour les... obligatoire. En fait, ça a changé, c'est devenu... c'est 2005 qui a fait que pour certains, ce n'est plus obligatoire. Voilà. Mais pour les L'ordonnance de collectivités, 2005. pour les collectivités territoriales, c'est bien plus vieux. Parce que je me rappelle dans les années 90, déjà, il n'y avait pas de dommage ouvrage. Bon. Hein? Excusez-moi sur l'histoire. J'ai vu 2 bras se lever, un devant et un derrière. Oui, bonjour, Martial Le Boisdec, architecte expert région Bretagne. C'était juste une petite question personnelle pour Madame Labat. Lorsque vous intervenez sur des ordres, vous avez plus l'impression de faire un rapport pour l'assurance ou pour l'assuré? Alors, c'est toujours la question qu'on nous pose, mais quand on est expert dommage ouvrage, on est quand même pour les autres assureurs aussi. Donc c'est quand même... mais c'est vrai que pour des assureurs. Je vous rejoins aussi. Bon, après, comme M. Geming l'a dit, il y a la probité de chacun. Voilà. Et on a quand même la loi. L'assurance construction, elle est quand même très normée par rapport au caractère décennal du désordre, etc. Donc, c'est vrai qu'on essaye de suivre ça. Et voilà. Le judiciaire a un peu tendance, alors là je vais vous dire plutôt dans l'autre sens, beaucoup d'experts judiciaires, le maître d'ouvrage a toujours raison, quel que soit le désordre. Ça dépend, il y en a. Voilà, certains experts judiciaires qui ne sont pas au CNEAF. Non mais nous on en côtoie beaucoup d'experts judiciaires et la palette est large. Mais il y a certains experts judiciaires qui n'adhèrent pas au CNEAF, qui sont quand même, voilà, la moindre demande du maître d'ouvrage va être acceptée. Ils ne sont pas au CNEAF. On est indépendant, économiquement, on est totalement indépendant, on ne dépend pas d'une assurance. Ah oui, non mais ça c'est nous, moi je sais très bien, nous on intervient, nos clients c'est les assureurs, hein, c'est eux qui nous font vivre. Donc mais c'est pas pour ça. Vous n'êtes pas neutre, vous êtes moins neutre que nous. Oui, oui. On est d'accord? Oui, tout à fait. Merci. C'est-à-dire que le demandeur n'est pas le même. Juste une petite question complémentaire. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Les délais sont très normés, 60 jours, 90 jours, voilà. Donc, si jamais l'assureur dépasse d'un jour, bon, paf, il est censé accepter le sinistre. Ce qui est plus difficile, c'est quand l'assurance DO refuse de prendre en charge un sinistre, considère qu'il n'est pas décennal. Oui. Alors là, quelle est la possibilité pour l'assuré d'agir? Après, dans un premier temps, il faut qu'il conteste, parce que souvent la contestation... Vous savez, des fois, alors, il y a les mauvais côtés de la chose, les délais étant tellement stricts, c'est vrai que dans le doute, des fois, il nous manque des pièces pour pouvoir juger si c'était par exemple dans l'assiette DO, si les travaux étaient... L'expert va avoir plutôt... S'il peut y avoir une cause étrangère, par exemple pour des infiltrations, s'il y a des travaux réservés par le maître d'ouvrage, il s'est gardé des travaux pour lui-même qui pourraient être à l'origine de l'infiltration, l'assureur DO va plutôt dire, bon, c'est non, mais je poursuis mes investigations, ou il attend la contestation pour les poursuivre. Donc le premier conseil, si l'assureur DO dit non, c'est de contester. Voilà. Et souvent le dossier se rouvre et
Ouais, et souvent il se trouve pas, et puis en fait il faut prendre un avocat contre son assureur DO, quoi. Ah oui, mais ça c'est... Voilà, c'est très sympathique de s'assurer et d'être obligé de prendre un avocat contre son assureur. C'est le côté décennal du désordre qui pose question, hein, la plupart du temps. Voilà. Oui. Je veux bien la défendre. Elle a besoin, tout le monde a le droit d'avoir un avocat. Non, il est normal, néanmoins, que l'assureur se préoccupe de vérifier qu'il est vraiment dans l'obligation, qu'on rentre dans les clauses contractuelles. Parce que c'est vrai qu'à l'inverse, des assurés ont parfois tendance à considérer que l'assurance, c'est une vache à lait. Voilà, je crois qu'il faut trouver un juste équilibre. Il faut trouver un juste équilibre. Alors, normalement, c'est les experts CRAC sont des experts indépendants qui sont chargés de ce juste équilibre. Alors, bon, là, je pense que c'est vrai. Moi, je rencontre aussi des exemples dans les deux sens. Hein, voilà, c'est une expérience personnelle, mais le nombre d'expertises dommages-ouvrages qui sont traitées dans l'année, qui se passent bien, etc., c'est énorme. Vont devant les tribunaux que des pourcentages. Donc vous voyez toujours ce qui n'a pas marché. Nous, on voit toujours les constructions qui n'ont pas marché, puisqu'il y a une expertise, et vous voyez souvent les expertises amiables qui n'ont pas marché, puisqu'elles sont passées judiciaires. Voilà. Donc il faut voir la proportion, elle est très très faible en fait. Alors, justement, par cœur, je ne la sais pas là. Huguette Vernet est architecte expert également. Pour poursuivre cette conversation, comment ça se passe quand une expertise judiciaire se superpose à une expertise dommage-ouvrage? Alors, des fois, on fait les deux. C'est vrai qu'il y a l'expertise judiciaire qui est en parallèle de l'expertise dommage-ouvrage. C'est-à-dire qu'il y a eu le maître d'ouvrage à assigner, parce que voilà, pour mettre voire même la pression sur un dommage-ouvrage, et l'expert dommage-ouvrage continue son expertise à côté. Les deux fonctionnent jusqu'à ce qu'il y ait une proposition en fait, parce que le but de la dommage-ouvrage, c'est de faire une proposition indemnitaire. Donc jusqu'à ce qu'il y ait cette proposition indemnitaire, si elle est acceptée par le maître d'ouvrage, il va mettre un terme à la judiciaire. Si elle n'est pas acceptée, très vraisemblablement, l'expertise judiciaire va prendre le pas sur la dommage-ouvrage. Voilà. Mais il peut y avoir les deux en parallèle. Oui, Françoise Nézy, donc conseiller à la Cour de cassation. Je voulais juste apporter une petite rectification et rappeler quand même que le maître d'ouvrage, il est obligé de veiller à ne pas encourir la prescription de l'action décennale. Et c'est pour ça que souvent il engage une procédure judiciaire, normalement une expertise, parce que soit la réponse de la DO ne le satisfait pas, mais aussi elle peut être parfois très ambiguë, justement dans le cas où l'assureur dommage-ouvrage dit qu'il y a des investigations supplémentaires à faire. Et si le maître d'ouvrage se repose tranquillement sur l'idée que l'expertise va continuer, pendant ce temps-là, la décennale peut expirer et à ce moment-là, il perd toute possibilité de recours. Mais c'est pareil en responsabilité civile décennale. Enfin, c'est l'interruption des délais. Et c'est vrai que beaucoup d'expertises judiciaires, c'est à 10 ans moins 0 des fois. Pour faire pression sur l'assureur, c'est aussi pour préserver les délais. Et ça arrive d'ailleurs que même l'assureur DO assigne les constructeurs pour préserver les délais, pour être sûr lui aussi d'avoir ses recours. Voilà. Alors moi je voudrais dire quelque chose dans le fil de l'intervention de M. Carvet. C'est qu'on assiste dans notre société moderne à une déjudiciarisation de certains contentieux. On l'a vu avec les accidents de la circulation. Aujourd'hui, il n'y a plus de contestation puisque le conducteur d'un véhicule est impliqué dans un accident et responsable. Et on a fait exactement la même chose. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant en droit. On parle de garantie décennale. Et dès lors qu'on parle de garantie, il n'y a plus de notion de responsabilité, c'est-à-dire de responsabilité fondée sur la faute. Donc, dès qu'on a fait une construction, l'idée du législateur de 78, c'est que s'il y a un défaut de construction, on ne recherche pas la faute, on recherche l'indemnisation. C'est pour ça que c'est une garantie. Et donc, il y a tout un mécanisme automatique où, en fait, ça se règle entre assureurs. Et je suis d'accord avec vous pour dire que l'idée du législateur de 78, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de procès, parce que, normalement, ça doit fonctionner. C'est-à-dire l'assureur DO préfinance,
On fait des travaux qui réparent et après on recherche les responsabilités des individus. Par contre, j'ai été étonné que vous mettiez les sous-traitants dans les constructeurs, parce que vous savez qu'ils ne sont pas tenus à la décennale, les sous-traitants. Oui, mais c'est justement une spécificité de la convention de règlement d'assurance construction. Parce qu'il y a la loi, les articles du Code des assurances. Ça, c'est la convention entre les assureurs, mais la loi ne met pas les sous-traitants dans les constructeurs. Mais entre les assureurs, comme il y a beaucoup de sous-traitance dans le bâtiment, ils ont décidé de mettre, si vous voulez, les sous-traitants dans la convention. Voilà. Mais c'est pas dans la loi, puisque la loi dit expressément que les sous-traitants ne sont pas des constructeurs, ils ne sont pas tenus à la garantie décennale, c'est simplement les entrepreneurs qui le sont. Voilà, vous avez raison, mais c'est parce que la convention voulait accélérer et simplifier. Voilà. Et alors, ce que je voudrais dire, c'est que dans ce mécanisme, eh bien, on s'aperçoit que, comme toujours, on va voir le juge et l'expert judiciaire dès lors que les systèmes amiables n'ont pas fonctionné. Voilà. Par exemple, si vous avez un expert d'assurance, c'est-à-dire un expert DO qui va préconiser des travaux de réparation, les travaux de réparation ne sont pas suffisants et les désordres persistent, eh bien on va voir l'expert judiciaire et à ce moment-là, c'est le tribunal qui va régler la situation. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut avoir en parallèle expertise judiciaire, expertise amiable, avec une grande différence. C'est que l'expertise judiciaire, elle est contradictoire à l'égard de toutes les parties, par nature. Alors que l'expertise amiable, elle n'est pas contradictoire à l'égard des autres parties, même si on appelle les parties à l'expertise, c'est pas une expertise contradictoire à l'égard de toutes les parties. Non, c'est le côté conventionnel entre assureurs. Voilà. Et alors, j'ai été intéressé tout à l'heure par les propos sur les qualités de l'expert, parce qu'au fond, l'expert d'assurance, qui n'est pas un expert judiciaire, est quand même tenu de proposer des choses qui sont réalisables et qui sont honnêtes. C'est-à-dire ça doit être un honnête homme ou une honnête femme lui aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que s'il préconise des réparations qui ne sont pas suffisantes, on ira nécessairement à l'expertise judiciaire. Voilà, et puis on ira le rechercher lui sur sa responsabilité. Alors peut-être encore une question et puis on va devoir ensuite passer la parole à un de nos exposants. Oui, bonjour, je suis Olivier Chevalet, architecte. Je voudrais savoir quel est mon rôle de conseil face à un client concernant la dommage ouvrage. Parce qu'on lit bien sur les textes, notamment de la déclaration permis de construire, que la dommage ouvrage est obligatoire, mais qu'on n'est pas sanctionné si on construit pour soi-même ou un membre de sa famille. Que fait-on? Vous imaginez qu'un particulier, il évite la dommage ouvrage? Ben oui. Mais c'est vraiment, dans la pratique, puisqu'on fait aussi, moi je fais de la RCD aussi, quand je suis par exemple en RCD pour un architecte, puisque j'interviens pour la MAF, il y a un maçon responsable, un charpentier responsable et une troisième entreprise. Donc vous arrivez, il faut que vous arriviez à connaître les assureurs de ces constructeurs. Normalement, si vous êtes l'architecte, vous avez des attestations. Après, vous les mettez en cause. Il faut qu'ils acceptent de faire une déclaration de sinistre à leur assureur, que cet assureur nomme un expert. Enfin, on part dans des délais qui sont des fois pas raisonnables. Mais pas forcément. Excusez-moi, pas forcément, parce que la MAF intervient... Oui, mais la MAF, oui, mais c'est les autres, vous n'êtes pas... Oui, mais moi j'ai les assurances de tous les constructeurs. Oui, mais bon, c'est un peu long parfois. Oui, mais alors comment je dois réagir face à cette obligation, soi-disant de conseiller au client, et c'est dans le contrat d'architecte, dans le contrat que l'on signe avec le client, que l'ADO est obligatoire. Seulement... Alors, vous n'êtes pas convaincu, mais dans la pratique... Non, c'est pas ça. Moi, je suis lié financièrement avec mon client. Ouais. Donc, forcément, le client, il dit, si je ne suis pas sanctionné, je ne la prends pas. S'il a un sinistre, c'est quand même... Ça simplifie beaucoup la gestion du sinistre. Voilà. Alors, je suis désolée, je vais devoir interrompre la discussion. Elle pourra reprendre, si vous voulez, pendant la pause. Je vais juste passer 30 secondes à Michel pour qu'il vous fasse une petite phrase à sa façon. Oui, très rapidement, c'était pour remercier M. Carvet parce que son exposé, surtout les 5-10 dernières minutes, était passionnante. Alors j'ai retenu ce mot de l'expertise gracieuse et j'ai trouvé ça très beau. Et je voudrais proposer à Madame la Présidente de la section, Charazade reste avec nous, je voulais proposer à la Présidente de la section... des conseils du CNEAF de rebaptiser la section des experts gracieux. Voilà.